Bonjour Jean-Noël Robert, merci d'être notre invité. Vous êtes historien latiniste, historien de Rome, mais aussi spécialiste de l'Asie. Et vous publiez d'ailleurs l'Asie au cœur, voyage en quête d'humanité aux belles lettres. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, ce qui retient l'attention, c'est la visite aujourd'hui de Aung San Suu Kyi, donc en France, qui va être reçue avec rang, on peut le dire, de chef de l'État par François Hollande. C'est une visite symbolique au-delà de ce que peut représenter finalement une sorte de démocratisation en Asie. Je crois que oui. Je crois que c'est très important parce que cette femme représente ce que, par exemple, pour nous, avec une autre valeur, a pu représenter le général de Gaulle. C'est-à-dire de ces personnes qui incarnent leur pays véritablement. Elle est, j'allais dire, la conscience de la Birmanie. Elle est la fille de celui qui a fondé en quelque sorte la nation birmane, et ce n'était pas si facile vu que la Birmanie est composée de très nombreuses ethnies, et elle a tenu à assurer cet héritage, si je puis dire, et elle est l'honneur, la dignité et la conscience de la Birmanie. Incontournable pour les militaires, on voit ici des images, donc la réception, on le voit à Londres, incontournable puisque Londres a invité le président birman à la suite donc, de cette visite de Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire qu'elle était absolument impossible de l'écarter définitivement. Je pense que de toute façon, elle est, comme l'on dit aujourd'hui, incontournable effectivement, puisqu'elle représente pour une grande partie du peuple birman l'espoir. Et l'espoir de quoi? L'espoir d'une certaine liberté qui n'existe pas. Qui n'existe toujours pas aujourd'hui? Disons que de façon assez factice, on a libéré certains secteurs, on donne l'impression, mais sans rentrer dans le détail, on pourrait montrer facilement que ce n'est que superficiel. Et pour le peuple birman, elle est une icône. Elle est véritablement la Madone vers laquelle ils se tournent et en laquelle ils espèrent le salut. Est-ce qu'elle peut encore aujourd'hui permettre à son pays d'aller plus loin? Ou est-ce que, j'allais dire, c'est une icône et seulement une icône? Je pense qu'elle en a la volonté. Elle a bien dit elle-même encore récemment que ça ne se ferait pas dans les années immédiates. Mais je pense qu'avec de la patience, si ce n'est elle, parce que malgré tout, elle avance aussi sur le chemin de la vie, si ce n'est elle, d'autres avec elle, derrière elle, parviendront à imposer un changement important et nécessaire pour la Birmanie. Au-delà, Jean-Noël Robert, vous racontez dans ce livre, cette Asie au cœur, ce voyage en quête d'humanité, publié, je le disais, aux belles lettres, vous racontez votre parcours à travers toute cette Asie. Il y a ces peuples opprimés, évidemment, vous avez parlé de la Chine, en plus de la Birmanie, il y a des liens. Est-ce que Aung San Suu Kyi peut finalement refléter une sorte d'espoir pour toute l'Asie? Alors pour toute l'Asie, je ne pense pas, parce que les situations sont vraiment très différentes. Mais prenons l'exemple de la Birmanie et de la Chine. Pourquoi, pendant longtemps, a-t-on beaucoup défendu, évidemment, avec des belles paroles, Aung San Suu Kyi, et pourquoi n'a-t-on rien fait de véritablement spectaculaire, comme on l'a fait, par exemple, en Libye, pour donner un exemple qui n'est peut-être pas bon, mais qui est significatif, récemment? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas oublier les accords qu'il y a entre la Birmanie et la Chine. La Chine a, sur le territoire birman, des missiles sol-mer. C'est-à-dire que, grâce à ces accords, la Chine peut envoyer des missiles qui vont bloquer le détroit de Malacca, par lequel passe, je le rappelle quand même, un tiers du commerce international par container. Donc, beaucoup de choses qui nous arrivent d'Asie passent par là. Par conséquent, la Chine a une possibilité de nuisance en accord avec la Birmanie. Il ne fallait donc pas fâcher la Chine et donc ne pas intervenir de façon brutale en Birmanie. Un mot. Et de l'autre côté, pour rester sur la Chine, eh bien, vous avez le détroit de Formose, évidemment, sur lequel visent très fort les Chinois en voulant récupérer Taïwan. C'est par là que passe la presque totalité des hydrocarbures dont le Japon a besoin pour vivre. Oui. Et vous imaginez une seconde que le détroit de Formose soit fermé. Le Japon fera appel à son allié principal, c'est-à-dire les États-Unis. Et ça nous conduit tout droit à une troisième guerre mondiale. Oui. Il y a effectivement cette mise à l'honneur du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Au-delà, vous parlez évidemment dans ce livre du Tibet, par exemple. Est-ce que vous appelez finalement les peuples oubliés?
Alors, il y a effectivement deux catégories de peuples qui sont, j'allais dire, hors de la mondialisation, d'une certaine façon, parce qu'on a un peu l'impression que tous les peuples vivent comme nous, ce qui n'est pas le cas. Il y a les peuples qui sont peut-être à un autre âge, à un autre moment de leur développement, et qui sont plus ou moins oubliés, comme par exemple les Papous en Nouvelle-Guinée, comme par exemple les Mentawai à Sibérout, qu'on connaît effectivement fort peu, d'autres aussi. Et puis, il y a les peuples opprimés, ceux qui, comme les Tibétains, sont mieux connus d'une certaine façon, mais souffrent de la domination chinoise. Et on sait très bien que là aussi, nous ne pouvons guère intervenir parce que la Chine est un acteur trop puissant dans le monde économique et dans le monde politique asiatique. Aujourd'hui, n'oublions pas que les richesses du monde reviennent comme elles étaient en 1800 aux 2/3 en Asie, et nous n'aurons plus qu'un tiers du gâteau, si j'ose dire, d'ici 2025, d'après les prévisions des économistes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut que nous réapprenions à devenir, j'allais dire un pays pauvre, ça serait exagéré, mais c'est un petit peu cela dans l'économie du monde. Au-delà, il y a cet amour pour l'Asie que vous racontez dans ce livre, cette rencontre affectueuse envers évidemment tous ces peuples, et ils sont nombreux. Les rencontres, c'est là l'essentiel. Rencontrer des hommes qui ont... Moi, je trouve qu'il y a un trait d'union entre la plupart des peuples d'Asie. C'est une certaine forme de sérénité qui se conjugue parfois avec la violence la plus extrême, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais une certaine forme de sérénité qui est due à, essentiellement à la religion, aux religions qui sont pratiquées. Le bouddhisme est très présent dans beaucoup de ces pays, et je pense que c'est le fil qui relie ces hommes. Et si on veut bien suivre ce fil, on a des rencontres privilégiées, effectivement, avec ces hommes d'Asie qui ont une sagesse à nous transmettre. Oui, et malgré, parfois, et vous le dites aussi, la femme n'a pas la position qu'elle pourrait avoir ou qu'on pourrait supposer qu'elle puisse avoir dans beaucoup de pays. Non, vous dites dans certains pays la hiérarchie sociale, mais le porc avant la femme. Ah oui, alors ça c'est par exemple le cas typique de la Papouasie, des Nouvelles-Guinée. Nous sommes à l'époque de la préhistoire, nous sommes à l'époque néolithique. Il faut quand même imaginer une seconde qu'il peut exister sur la planète aujourd'hui des êtres qui vivent encore à l'âge de la pierre polie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À l'heure de la mondialisation, durer, mais bien sûr. Robert je ne crois pas très longtemps. Mais enfin, j'ai vécu avec eux quelque temps, c'est effectivement tout à fait frappant. Alors c'est un point qui nous étonne évidemment dans la hiérarchie. En tête vient l'homme, ensuite vient le porc, puis ensuite vient la femme. Oui. Donc la femme est aussi au service du petit goret, et on voit la femme papou qui allaite le petit goret pour soulager la truie quand elle a trop de petits. C'est pour ça que la femme papou a un sein qui penche plus que l'autre, qui pend plus que l'autre, puisqu'il y a un sein pour le petit goret et pour le petit homme, l'autre sein, mais le petit goret tire plus que le petit homme, donc ça crée cette difformité. Merci Jean-Noël Robert. Ce voyage en quête d'humanité, je le disais, publié aux Belles Lettres, et il s'appelle L'Asie au cœur. L'occasion d'en parler alors que donc Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, est en visite en France. Merci. Merci à vous.